Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais aussi saluer de votre part Monsieur Taudiard qui devait nous rejoindre, ainsi que Monsieur Ajar. Je vois d'autres élus municipaux que je salue, d'autres qui vont arriver aussi. Je voudrais saluer les collègues et amis ici présents, les anciens, les nouveaux, les dames, messieurs, les collègues engagés dans des associations et des maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre dont j'évoquerai l'engagement au cours de cette intervention. Je ne vais pas faire dans un premier temps une intervention académique d'urbaniste cadre d'une collectivité territoriale. Permettez-moi d'être libre pendant 5 minutes, Président. Merci. Et de tenir des propos cordiaux comme c'était en fait déroulé notre première rencontre sur les hauteurs de Tartançon. Cette semaine, j'ai rencontré un ange gardien qui m'a dit qu'il n'était pas interdit de rêver. Cette phrase est importante parce que je passe souvent pour le rêveur, le doux rêveur de la collectivité. Mais avant nous, on a parlé d'utopie refondatrice. Donc je pense que c'est toujours d'actualité dans les temps actuels du pays et du monde plus généralement. Voilà cet ange gardien, tout le monde le connaît. Béni, voilà, c'est un monsieur qui, quand je le croisais dans les rues de Fort-de-France, avant qu'il ne s'éclipse, évoquait sa ville à lui. Et il m'a dit récemment qu'il est venu, et puis depuis l'aéroport, il avait pris le TCSP pour venir ici dans la tour. Il était passé devant Beaucanal, il avait entendu le son de 7 tambours. Quelle merveilleuse vibration. Il redécouvrait sa ville. Il était passé par le port, du côté du Budeau. Il avait rendu visite à un nouveau lieu où il y avait des œuvres culturelles ouvertes sur le monde. Après, il s'était risqué à prendre un vélo. Il y en avait à porter sur la frange du port pour regagner le centre-ville. Il s'était mis au sport dans la ville et puis il avait découvert de nouvelles architectures, durables, comme on dit, vertes, innovantes, très attractives. Et puis il était arrivé dans une rue qu'il ne reconnaissait pas comme ça parce qu'elle était dédiée le soir aux terrasses, à la piétonisation, aux bars, aux terrasses. Ce qu'on rêve de vivre dans le monde, on l'avait à Fort-de-France. Quelle étrangeté, n'est-ce pas? Et dans cette rue, il y avait des artisans d'art. Il y avait des gens qui fabriquaient pays, qui avaient des savoir-faire. Et au lieu d'avoir de l'importation, eh bien, c'est toute la Martinique qui s'offrait aux visiteurs de ces rues. Des magasins où aussi il y avait le savoir-faire innovant de nos matières en Martinique. Et puis, il avait fait une halte dans un lieu dont on lui avait parlé. Ça faisait longtemps qu'on en parlait à Fort-de-France, plus d'une dizaine d'années, et c'était sorti sur la savane. Il avait été voir ce film de Raoul Peck, I Am Not Your Negro. Il était sorti bouleversé, mais fortement ému. C'était ça sur la savane, vous voyez, à côté du Snack-Élysée. Et puis, il avait pris une petite navette. Il y avait des navettes comme ça qui circulaient de nouveau autour du centre-ville. Pour aller un peu plus loin, il avait découvert qu'il y avait des systèmes de propreté nouveaux intégrés sur des délaissés urbains dans la ville. Il n'en revenait pas qu'on puisse s'enfuir des déchets comme ça et faire du tri sélectif à même l'infrastructure urbaine, des arbres, des lieux de pause dans la ville, des lieux de convivialité urbaine, le plaisir de l'urbanité. Il avait quelque chose à faire, des mails à envoyer, donc il s'était rendu dans un espace de coworking, il ne savait pas ce que ça voulait dire, et puis là, il a pu commencer à envoyer ses mails et puis à échanger avec des jeunes qui étaient là en train de travailler. Il s'était rendu un peu plus loin sur une terrasse où il y avait des œuvres d'art, la créativité du pays ouverte sur la Caraïbe et le monde. Et puis il avait pris, on appelait ça avant le Airbnb, mais il avait pris chez un habitant de Fort-de-France une location du tourisme résidentiel. Il avait apprécié la terrasse, l'art de vivre, le calme dans la ville. Et puis, continuant à se promener sur le centre-ville, du côté de Terre-Saint-Ville, il s'était rendu compte que l'habitat populaire pouvait être designé, qu'on pouvait faire des choses extrêmement modernes, contemporaines et innovantes sur de l'habitat traditionnel, en l'occurrence une forme de maison de ville. Et puis, alors, plus surprenant que tout, on lui en avait parlé à l'époque, mais il s'était retrouvé à prendre un téléphérique urbain pour aller sur les hauteurs de Fort-de-France, pour aller voir le fort Tartançon. Il avait survolé la rivière Madame et le canal. Il avait vu une exposition là-haut sur les gens du pays, sur des portraits. Et puis il était redescendu la nuit tombant. Il avait redécouvert l'ancien palais de justice, qui était désormais un centre des arts et des cultures ouvert sur la Caraïbe,
avec un éclairage fabuleux, onirique dans la ville, des nouvelles formes d'habitat complètement inédites. Et puis il avait pris la navette pour aller en face, où des amis l'attendaient. Et c'était un peu l'image qu'il avait de Fort-de-France la nuit, sur l'avenue de Proges, colorée, éclatante, différente. On lui avait parlé du feeling de Fort-de-France. Effectivement, il avait ressenti un feeling nouveau sur la ville. On appelle ça le marketing territorial. C'est un clin d'œil à une amie ici présente. Voilà, je vous avais demandé 5 minutes d'illusion collective, de projection. C'était mon introduction tout à fait personnelle. Parce que rien n'est gagné, vous avez bien compris, rien n'est gagné. Ok ? J'enchaîne parce qu'on revient les pieds sur terre. Voilà, c'est la seconde partie. Alors j'ai un autre défaut, c'est que je suis condamné à l'optimisme dans le métier que je pratique et dans mon existence en général. Donc ne comptez pas sur moi pour faire un diagnostic de toutes les difficultés du pays. Vous les connaissez mieux que quiconque, vous les partagez et les vivez, je dirais malheureusement, notamment pour les acteurs économiques. Et je vais donc évoquer dans ce second temps la dynamique est engagée. C'est important, quand on parle du politique, de rappeler quels sont les engagements qui sont pris auprès des citoyens. Oui. Vous voulez que je parle plus fort Vous m'entendez au fond? Ça va? Je chante plus fort que je ne parle. Ok, merci. Je voulais vous rappeler ici sur cette image que le maire Didier Laguerre, avant d'être maire, en tant que candidat, s'était engagé sur un programme où il parlait déjà de cette intention pour la ville et singulièrement pour le cœur de ville. Relancer un projet fort et innovant, développer une ville au cœur de la Martinique et ouverte sur la Caraïbe, parler d'un impératif, celui de la sécurité, de la tranquillité publique au quotidien, rendre la ville plus attractive pour les classes actives, activité, attractivité, on en reparlera. Une ville en harmonie avec sa culture et son environnement, le tourisme et le nautisme, le rayonnement et l'emploi. Vous allez voir que dans le projet que je vais vous présenter, toutes ces intentions seront déclinées d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il faut savoir, excusez-moi la qualité de cette image, c'est que depuis maintenant plus de 2 ans, l'ensemble des services de la ville et de ses partenaires sont mobilisés. J'ai identifié là, à partir du programme du maire, toute une filière d'action, d'intervention, d'études qui nous fait aboutir aujourd'hui à ce plan de redynamisation du cœur de ville, en lien avec le plan d'action gouvernemental. Différentes études. On a fait notamment une étude d'impact sur le TCSP. On a commencé en groupe de travail sur le concept de Fort-de-France cœur battant. Vous avez vu ici et ailleurs des délaissés urbains mis en valeur. On a travaillé sur l'OPA, des partenariats avec la Caisse des dépôts, un groupe de travail avec notamment la CTM, l'Office de tourisme, hier municipal, désormais communautaire, sur l'accueil croisière. Le contrat de ville en matière de politique de la ville, une étude sur le duty-free. Vraiment toute une liste comme ça d'actions. Quand on était à Tartançon, je parlais de la ville invisible, et c'est vrai qu'il faut savoir que les acteurs investis sur le projet urbain travaillent énormément. On ne voit pas tout, on ignore beaucoup de choses, mais énormément d'actions se font pour ensuite, à un moment ou à un autre, je dirais, accoucher. Et le maire a mis en place un groupe de travail piloté par M. Ajar, et entre agents de la ville et partenaires opérationnels pour décliner un plan d'action en 7 thèmes, où on retrouve les mots-clés que j'ai évoqués ici, avec des axes d'intervention que l'on va retrouver désormais dans notre plan d'action cœur de ville. Je fais un petit focus rapidement sur quelques exemples de notre activité d'ingénierie au service de ce projet de ville. En 2016, grâce à un partenariat de l'Agence française de développement, un de nos partenaires préférentiels, nous avons actualisé le plan de référence du front de mer, notamment avec le Grand Port. Je vous réserve peut-être d'ailleurs une petite surprise à la fin de ma présentation. On a identifié quel pourrait être ici en plan, excusez-moi ce défaut professionnel, vous verrez beaucoup de plans et encore j'en ai sélectionné, mais voilà un plan masse un peu de ce que peut devenir la ville sur cette frange entre la tour Lumina où nous sommes et le complexe de Pointe-Simon et la frange urbaine du port, avec l'idée de la continuité
des promenades depuis l'appontement de Pointe-Simon et le quai des Tourelles, mais aussi la profondeur du site, puisqu'on identifie ici le fort Tartenson, le parc Aimé-Césaire, mais encore, par exemple, le Calvaire ou Desclieux, le site de Desclieux. Là, on est sur notre périmètre élargi du plan d'action du cœur de ville. Donc, premier exemple. Autre exemple d'étude, à l'échelle de chaque immeuble du centre-ville, de chaque îlot de centre-ville et de Terre-Saint-Ville, c'est le recensement de la qualité des maisons architecturales pour proposer un règlement qui permette de mettre en valeur notre architecture, notre identité patrimoniale sur la ville basse, avec la préparation de prescriptions architecturales sur lesquelles nous travaillons actuellement. Autre exemple, un atelier du territoire initié par les services de l'État qui nous a permis de travailler sur le site, l'ensemble du site des berges de la rivière Madame, depuis Trenel et Floréal, en passant par Terre-Saint-Ville, la Cour Fruapin, Hermitage, Auberot, Beaucanal et le centre-ville. Donc ceci, c'est le projet des berges de la rivière Madame, que l'on avait parcouru d'ailleurs, pour montrer que c'est un site à enjeu très important entre la rocade et la baie. Et puis, j'avais évoqué lors de notre visite de terrain un appel à manifestation d'intérêt sur des sites patrimoniaux dans le cadre d'un projet qu'on a appelé Fort-de-France Patrimoine Vivant. C'est notamment Madame Blandy qui suit ce projet, l'adjointe au maire à la culture et au patrimoine, sur des sites que vous reconnaissez ici, le Budeau, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'ancienne MAF à la rue Joseph-Compère et des bâtiments adjacents, sur le secteur de la ZAC de Pointe-Simon. Max Bellemare reconnaît bien sûr la Villa Saint-Cyr. Et on a les deux bâtiments d'entrée du parc Aimé-Césaire, 4 sites de la ville basse, auxquels s'ajoute le site du camp de Balata, le camp Tourtais de Balata, et le site du fort Tartenson. Appel à manifestation d'intérêt qui est organisé actuellement par la ville, en lien avec la Caisse des dépôts et consignations, avec une échéance de remise des projets pour le 15 juin, pour ceux que ça intéresse encore. Et donc l'ensemble de ce travail nous a permis d'identifier tous les projets en cours, soit livrés, soit en chantier, soit en stock, sur ce périmètre de la ville basse. Il y a vraiment une forte densité, une grande diversité de projets sur différents thèmes. Ici, dans la légende, permets-moi de lire rapidement les éléments, c'est des opérations livrées ou en chantier avancé, des projets en cours avec des co-investissements de la Caisse des dépôts, des projets d'investissement privé, il y en avait déjà une dizaine d'identifiés, des projets en cours avec des achèvements dans le cadre des zones d'aménagement concerté. C'est essentiellement, nous avons 3 ZAC à Fort-de-France, excusez-moi ce détour urbanistique, la ZAC Pointe-Simon dans laquelle nous sommes, la ZAC Périnon autour du centre commercial et la ZAC Bouillé qui est en cours d'achèvement puisque le dernier chantier c'est le commissariat de police sur le boulevard Général de Gaulle. Il y a ici identifié aussi les projets de renouvellement urbain avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, les sites de l'appel à manifestation d'intérêt et des rues à thème sur lesquelles nous avons depuis contracté un projet avec la Chambre des métiers de la Martinique et le groupement des artisans d'art. J'y reviendrai. Donc vous voyez qu'ici, on a plus d'une trentaine de projets. C'est très conséquent, je l'évoquerai tout à l'heure, dans beaucoup de villes qui ont candidaté, qui sont retenues au titre du plan d'action cœur de ville à l'échelle française. C'est rare de trouver une telle densité de projets. Certes, nous avons nos problèmes, mais je crois que le rebond est en cours et la thèse que je défends, et c'est pour ça que je revendique mon optimisme, et je l'assume, c'est de dire que la collectivité a fait le plus dur, le hardware, on dirait en informatique. Maintenant, c'est le software. Et la collectivité, le public a fait beaucoup de choses. Elle doit encore le faire dans le cadre de ses prérogatives, notamment de gestion du quotidien, de police des immeubles, mais le relais doit être pris notamment par le secteur privé. Et donc, il y a des nouvelles formes de partenariats public-privé qui doivent s'établir. C'est un des objectifs de l'appel à manifestation d'intérêt, c'est un des objectifs du plan d'action cœur de ville. Alors, en image, qu'est-ce que ça donne, cette dynamique ? Merci à Benny, je lui ai piqué sans son autorisation quelques photos, mais il est habitué. Je profite qu'il ne soit pas là pour le dire. Fort-de-France, ville capitale, ville d'accueil. Bon, voilà cette dynamique en cours avec cet impact de la croisière, cette opportunité, cette aubaine que nous avons d'avoir des bateaux qui rentrent dans la ville. C'est pas donné non plus à l'échelle internationale et à fortiori dans la Caraïbe. On a des visiteurs qui pénètrent véritablement le cœur de ville, mais il faut faciliter cette invitation à fréquenter le cœur de ville. Et puis ces lieux d'offres, d'accueil, d'hébergement, de restauration, d'information avec
par exemple ici, à rue Victor Hugo, le nouveau siège de la SPL Tourisme de la CACEM. Quelques édifices publics, vous les connaissez, la cour d'appel, le SDIS, le Crédit Agricole, donc là on est plutôt sur du privé, et en bas une image du commissariat de police que j'évoquais tout à l'heure. Des restaurations fondamentales, on passe pratiquement tous les jours devant. Il faut savoir qu'il y a plus de 15 ans de travaux derrière, des fonds européens, mais une maîtrise d'ouvrage de la ville, sous conduite de projet de l'architecte des monuments historiques. On l'a livré récemment, mais c'est une œuvre somptueuse en termes de patrimoine. C'est vraiment une pépite architecturale dans la ville. Quelques opérations pionnières aussi dans des tissus architecturaux dégradés, avec des problématiques de fondation spéciale sur des terrains, un substrat foncier très compliqué, de mangroves. Ici, la Rotonde, à gauche, à droite, le Crédit Mutuel, tout près d'ici, l'opération dite des postales. Autre clin d'œil à Max, déjà des premières restaurations de maisons de ville. Ici, successivement, rue Moreau de Jeunesse, rue Gallieni et rue Victor Hugo. Quand je parle de qualité architecturale, de respect de notre patrimoine, voici ce que des pionniers dans la ville ont pu faire en restaurant de l'habitat, en intégrant parfois aussi de l'économique avec de l'hébergement dit de loisirs, mais aussi des activités professionnelles. Très important, la ville est performante sur ce point-là, véritablement. C'est la mobilisation d'une veille en termes de sécurité et de tranquillité publique en lien avec les forces de police nationale, mais aussi des associations de proximité pour ce qui concerne les quartiers. Et puis cette capacité à organiser dans la ville capitale des grands événements. C'est vrai que c'est quelque chose qui singularise la ville. Le calendrier annuel est parsemé de dates fortes, de temps forts, dans laquelle la ville montre sa dimension martiniquaise, sa dimension de cœur de pays et son ouverture sur la Caraïbe. Ici, c'était le concert de Kalash, et près de 40 000 personnes sur la savane. Et puis ce thème sur lequel nous travaillons déjà, mais qui était un des axes forts du plan d'action cœur de ville, c'est le numérique, le digital. Fabien Théodos, qui est ici présent, travaille pour nous dans le cadre d'un partenariat avec l'agence d'urbanisme. C'est quelque chose que l'on va développer énormément, notamment avec les commerçants, j'y reviendrai. Et puis les temps forts, le quotidien, je l'ai évoqué, je n'y reviens pas, mais déjà dans le paysage aussi commercial de la ville, un certain nombre de nouveaux acteurs innovants qui sont sur des créneaux spécifiques, sur des niches, je dirais, et qui invente le commerce de demain. J'ai montré quelques exemples ici, sans faire de publicité. Par ailleurs, on observe aussi des nouveaux commerces, des restaurants. J'ai pas mis le churrasco, mais la prochaine fois, c'est promis, je le ferai. Il y a des lieux parfaitement innovants, attractifs. Le commerce, la restauration, c'est quelque chose qui est essentiel à la vie. J'évoquerai tout à l'heure ce que ça représente en termes d'impact pour la création d'emplois et de qualification professionnelle. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Une petite révolution aussi, permise notamment avec l'élan de la nouvelle association des commerçants foyalais, c'est des expérimentations de l'ouverture en soirée. Ici, ce sont des commerces de la place Romero qui se sont associés pour proposer une offre, une ouverture en soirée et parfois tard le soir, presque la nuit, pour travailler sur l'autre échelle d'intervention de notre ville. On parle toujours d'aménagement de l'espace, il faut aménager le temps, aménager les temps. On parle souvent de l'ouverture en soirée, de l'ouverture le week-end, notamment le samedi après-midi, notamment quand les bateaux de croisière sont là. Sachez qu'il y a déjà des acteurs qui initient ce type de démarche. Sont trop peu nombreux maintenant à ce jour pour faire masse, mais je pense que la dynamique qui va être engagée dans le cadre du plan d'action cœur de ville va permettre de créer un cadre collectif qui va inspirer la valeur de l'exemple de ces pionniers. Et puis un point important sur lequel je reviendrai aussi, c'est l'arrivée de nouveaux acteurs de ce que j'appelle moi l'économie créative, notamment artistique et culturelle, qui contribuent à l'image de la ville. Ici, on a sur la gauche là une galerie d'art contemporain dans l'ex-palais de justice sur un des pavillons, l'atelier 49 que je vous recommande, rue Moreau de Jeunesse avec Hélène Raffestin, et puis tout le monde connaît maintenant, si vous ne connaissez pas, il faut vraiment y aller, rue Garnier-Pagès. C'est un lieu artistique et citoyen, engagé, militant, ouvert par des pionnières sur la rue Garnier-Pagès en face du Vieux Foyal.
Pourquoi je décris ce panorama-là? C'est parce qu'on a chez nous et en nous des ressources, on a des potentialités, on a des capacités, on a des talents, on a des savoirs, on a des idées, on a des énergies. Et la ville est un lieu qui peut cristalliser tout cela. Il n'y a pas d'exclusive urbaine, il n'y a pas d'exclusive foyalaise. J'insiste sur ce point. Mais la ville peut être locomotive pour le pays parce qu'on sent qu'il y a un désir d'urbanité qui apparaît désormais à Fort-de-France. Dernier exemple, c'est mise en valeur de délaissés urbains. Sur le projet du Grand Saint-Pierre, Patrick Chamoiseau appelait ça la métamorphose du regard. C'est l'idée de dire que voilà, la médiocrité ne doit pas s'installer dans le quotidien. Il n'y a pas de fatalité. Vous savez que les délaissés urbains parsèment la ville. Ce sont souvent des situations d'indivision qui les génèrent. Et donc voilà, il y a cette première approche qui, derrière, est adossée à des programmations d'habitat et d'activités économiques. Voilà. On a passé aussi ces 2 années et demie à établir des partenariats. J'ai mis ici quelques images d'acteurs ou de dynamiques, avec notamment la création, l'accompagnement de l'association Fort-de-France de Martinique. C'est essentiel d'avoir une association qui fédère non seulement les commerçants, mais les acteurs économiques et les habitants du centre-ville. Et une grande partie de l'animation du plan d'action pour les années à venir se fera par cet acteur, soutenu lui-même par d'autres acteurs, la collectivité territoriale, la CCIM, notamment sur la qualification, la formation des commerçants, la Caisse des dépôts, je l'ai évoqué, la Chambre des métiers de l'artisanat et le groupement des artisans d'art de la Martinique, et puis le volet culturel, l'art et urbanité. C'est important de savoir que ce projet complexe, difficile à mettre en œuvre, il impose une mobilisation de différents partenaires existants ou à créer. Et donc, il y a des nouvelles formes d'ingénierie, il y a des nouvelles façons de faire et parfois de faire qui passent par une des bases du partenariat, la convention. Objectifs partagés, gestion des temps forts, des actions, mise à disposition de personnel pour aider à faire et la confiance dans l'autre pour mettre en œuvre des pans d'action de la vie publique, notamment, en l'occurrence, la dynamisation commerciale. J'en viens dans ce 3e temps de mon intervention sur un focus concernant le plan d'action Cœur de Ville que le président a évoqué dans son introduction. Quelques images, mais retenez ce concept de ce plan d'action porté par le ministère de la Cohésion des Territoires. Tout le monde ne le verra pas, c'est mentionné en bas. Inventons les territoires de demain. Voilà, ce que j'essaye de faire aux côtés du maire, des élus et de tous les collègues qui contribuent à ce projet. C'est d'inventer le Fort-de-France de demain. Voilà quelques images schématisantes et globalisantes de ce que peut être un cœur de ville. Alors on voit quelques images ici, par exemple, je vais citer quelques exemples, le covoiturage, un écoquartier, un espace de travail collaboratif, coworking, des logements rénovés, restauration du bâti ancien, ouverture de nouveaux commerces, requalification de la place centrale, reconversion d'un édifice patrimonial, etc., etc. Le plan d'action Cœur de Ville va permettre de faire ça. Je vais vous montrer comment, sur Fort-de-France, les premières orientations se mettent en place sur des programmes particuliers. 222 villes, effectivement, 13 dans les pays, régions ou départements d'outre-mer, ça dépend comment on se situe sur le spectre politique pour l'appellation. 2 en Martinique, Fort-de-France et Lamentin. De vous à moi, ça n'est qu'un regard personnel, mais il y a des centres-villes de villes moyennes dont j'aimerais avoir les problèmes. Voilà. Mais c'est une vraie dynamique qui est engagée, avec la possibilité aussi de mettre en place les programmes dès 2018, puisqu'en fait le programme prévoit 3 années, 3 promotions, pour reprendre le terme du ministère. Promotion 2018, c'est celle à laquelle nous aspirons à Fort-de-France, promotion 2019 et 2020, pour les collectivités qui sont retenues, mais qui doivent faire des études préalables, études que nous avons faites, dont mon boulot en grande synthétiser les enseignements et surtout d'assurer la cohérence entre la vingtaine de projets, d'études et d'outils et organismes mobilisés sur le cœur de ville. Vingtaine et plus. Donc voilà, un projet de territoire porté par le maire et les intercos. Le projet qui a été remis au gouvernement était précédé d'une lettre co-signée du maire de Fort-de-France et du président de la CACEM.
Les partenaires régionaux publics et privés, c'est ici que se positionne très clairement le mouvement que vous représentez, celui des chefs d'entreprise, les services et les agences de l'État, et puis des organismes à l'échelle nationale, c'est ici le Commissariat général de l'égalité des territoires. Très rapidement, le calendrier, parce que c'est important aussi de comprendre que pour être retenu, il y a tout un travail en amont, sans doute insoupçonnable, que je tiens à saluer parce qu'il est collectif et il s'est fait dans un calendrier très resserré. L'annonce a été faite le 14 décembre 2017. Nous avons reçu l'instruction ministérielle, il fallait répondre via le préfet pour les candidatures le 15 février. Donc en 2 mois, il a fallu monter un dossier crédible, notamment parce qu'on souhaitait émarger à la promotion 2018, ce qui est le cas. Les projets ont été retenus le 25 mars et nous avons maintenant entre juin et septembre pour faire le tour de l'ensemble des partenaires, fiabiliser chaque action et crédibiliser chaque programme pour contractualiser entre le maire et le ministre de la cohésion des territoires et les différents organismes. En quoi ce plan d'action national est une aubaine pour Fort-de-France, une opportunité? Et dans quelle mesure aussi le projet de Fort-de-France est une opportunité pour le plan d'action national? On est vraiment sur du donnant-donnant. Pourquoi? Parce que les projets partagent les mêmes objectifs. L'objectif, c'est de retrouver un meilleur équilibre de notre cœur de ville, dont on connaît les dysfonctionnements. C'est de redonner de l'attractivité et du dynamisme. Je crois que mon micro est fatigué. Plus que moi. Non, il y a pas des... C'est bon? Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Et puis s'attaquer aux dysfonctionnements dans tous les domaines. L'habitat, le commerce, les transports, la mobilité, l'éducation, la culture et le sport, les enseignements, l'enseignement, les sites d'enseignement, les usages et les outils numériques. On voit bien qu'on est sur du transversal, sur des actions qui touchent à différents domaines et domaines qui souvent sont cloisonnés. On a des acteurs publics et privés qui interviennent dans telle facette de la ville sans se soucier de l'impact que ça peut avoir sur un autre domaine d'activité. Et j'y reviendrai, c'est important d'avoir une approche systémique, je l'ai rappelé tout à l'heure, à 360 degrés. C'est facile à concevoir intellectuellement, à mettre en œuvre, c'est plus compliqué. Alors, ce plan d'action national, il est compatible avec le projet de Fort-de-France dans sa conception. Je voudrais juste que vous reteniez l'idée, c'est un contrat de certification et c'est un contrat sur mesure. Le gouvernement a annoncé des projets, le soutien de projets à la carte, c'est-à-dire c'est à nous de dire ce que nous voulons et normalement les outils doivent s'adapter. Alors dans l'idée c'est bon, après quand on se frotte aux administrations diverses et variées d'ici et de là-bas, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut retenir l'idée et tenter ce pari. Le chiffre est impressionnant, tel qu'il a été annoncé et tel qu'il est affiché. Ce plan d'action à l'échelle française mobilise plus de 5 milliards d'euros, dont un partenaire préférentiel, la Caisse des dépôts et destinations. J'avais invité Hubert Roche, qui est le directeur régional ici. Il s'excuse de ne pouvoir être présent, mais c'est un précieux allié de notre projet. C'est 1,7 milliard, dont 1 milliard en fonds propres et 700 millions d'euros de prêts. J'y reviendrai tout à l'heure sur la Caisse des dépôts sur un exemple. Il y a Action Logement et l'ANA, et l'autre partenaire que j'ai omis, je m'en excuse, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine. Mais c'est 5 milliards à engager. Pour votre information, je ne donne que ces 2 chiffres. Dans le dossier de candidature, la maquette prévisionnelle de Fort-de-France présentée au 15 février recensait 56 projets pour un montant prévisionnel global de 165 millions d'euros. On était sur du prévisionnel et sur de l'intention. Je suis en train de revisiter actuellement l'ensemble de cette maquette. Je pense qu'on sera beaucoup plus haut en nombre d'actions et en montant d'investissement. Parce que l'ensemble des actions privées que j'ai identifiées s'accumulent, s'agglomèrent. Et je fais le tour actuellement, par exemple, de tous les maîtres d'ouvrage d'habitat, de logement et d'investissement public-privé avec la Caisse des dépôts. Le montant sera conséquent. C'est aussi ce projet une opportunité pour le BTP et pour le secteur de l'artisanat martiniquais. Quand on parle de désemploi, quand on parle de chômage, des problèmes de qualification professionnelle et d'opportunités d'embauche, on va avoir une vraie dynamique sur Fort-de-France. Dernier point important,
sans vous faire lire, je retenais juste ce concept. Donc c'est une opération de revitalisation de territoire, ce sur quoi je travaille actuellement. Le concept, c'est quoi? C'est un contrat intégrateur unique. C'est-à-dire que sur un territoire, par rapport au thème que j'ai évoqué, c'est d'intégrer chaque opération et la mettre en lien avec dans son environnement. Je citerai un exemple tout à l'heure. Chaque action a un impact et une résultante sur l'ensemble du programme, en termes d'accessibilité de flux, en termes de demande d'habitat, en termes de services liés, en termes de besoins auprès de la collectivité, en termes de sollicitation des services de la mairie et autres. Donc on a toute une organisation à mettre en place pour qu'il y ait un lissage dans la mise en œuvre de ce programme ambitieux, dense et complexe, je le rappelle. Une autre idée qui est très importante pour vous, acteurs privés, c'est que ce projet, il va donner de la visibilité au projet de territoire. C'est important de se projeter. Le travail que vous aviez fait sur, je dirais, de la prospective du territoire à la Martinique, le plan d'action du cœur de ville sur le centre-ville, cette vision, propose cette ambition. Et c'est important que les acteurs privés se positionnent en incitant les acteurs privés, les promoteurs, les entreprises à investir dans le périmètre. Donc c'est vraiment un outil précieux qui se met en œuvre, et c'est pour ça qu'en phase amont, on aura de la concertation à faire de manière à ce que les préoccupations des acteurs privés soient prises en considération, notamment dans la gestion du projet. J'ai fini la troisième partie. Je poursuis. On est sur la lancée pour vous donner désormais, sans pouvoir vous éclaircir très précisément sur le détail précis de chaque action, mais où en est-on sur le projet du plan d'action du cœur de ville à cette date? Déjà un périmètre. Ici, on a identifié l'ensemble des périmètres qui sont concernés. Alors, excusez-moi le jargon des urbanistes. Hein. On retrouve ici la Convention globale d'aménagement. C'est important, j'y reviendrai, parce que bien sûr, vous allez me poser la question, mais comment on finance tout ça? J'anticipe. On a une opération programmée d'amélioration de l'habitat, les 3 actes que j'évoquais, le site patrimonial remarquable. Et ici, en pointillé orange, que vous devez retenir, c'est le périmètre que l'on propose de retenir pour le plan d'action du cœur de ville. Vous voyez qu'il fait, je me déplace, il intègre la frange du port, et notamment le site des Tourelles, il intègre des Clieux, et notamment le site de la Marine nationale qui appartient à l'État. Il fait un détour par Terre-Saint-Ville qu'il ne peut pas intégrer, on est vraiment sur le centre-ville, mais il intègre le parc Aimé-Césaire, et j'ai proposé qu'on intègre aussi le cimetière de la Levée, parce qu'il y a un enjeu de mise en valeur du patrimoine qu'est le cimetière de Fort-de-France, idem pour celui de Trabeau, mais on monte jusqu'à la cour Fruit-à-Pin, donc à la lisière de la Rocade, au nord de Terre-Saint-Ville, parce qu'il faut qu'on traite nos entrées de ville. On ne peut pas imaginer d'avoir une superbe ville si on n'a pas des entrées de ville, et notamment par rapport à la problématique de l'accessibilité en ville, du stationnement et des mobilités, les entrées de ville, et notamment le secteur du port par rapport au TCSP, Terre-Saint-Ville au nord avec l'interface de la Rocade, et ici tout le secteur Almadies, Gatier, Alizé, vers Texaco sera concerné par ces enjeux de dispatching du stationnement, des mobilités. Ça, c'est très important à comprendre sur la logique urbaine qui préside à notre projet. D'accord ? Ici, cette image, c'est la dernière fois que je vous inflige un plan masse comme ça. Donc, c'est aussi mon réflexe d'urbaniste. Ici, on a mis les premiers éléments du plan guide du cœur de ville, sur lesquels on voit... Salut Willy, merci d'être là. Les projets de rénovation urbaine qui sont périphériques à la ville. Retenez juste cette idée. On n'a pas de baguette magique, on ne va pas résoudre tous les problèmes et les enjeux, apporter des solutions aux enjeux de la Martinique sur ce territoire de l'hypercentre. Il y a les autres territoires, les dynamiques engagées par d'autres collectivités, le travail des communes, celui des opérateurs, et puis il y a, sur ce focus de la ville basse de Fort-de-France, d'autres secteurs en jeu. Je donne 2 exemples que vous connaissez, Bonaire ou l'ex-hôpital civil, notamment sur la question de l'habitat. Ces enjeux sont importants. Il faut comprendre aussi que pour la collectivité,
Un effort conséquent sera mobilisé sur le centre-ville, mais il y a une préoccupation très forte aussi sur les quartiers. Le projet du centre-ville ne se fera pas au détriment des logiques engagées sur les quartiers. Actuellement, par exemple, il y a un très beau projet sur Volga-Plage avec les habitants. C'est la première action de mise en valeur de la loi Letchimy, ça s'appelle une OGRAL, une opération d'auto-amélioration encadrée avec les artisans de Volga, avec les citoyens de Volga, c'est remarquable. Cette action, elle se déroule de la même façon que Bonaire, l'ex-hôpital civil, Ravine-Bouillé ou Terre-Saint-Ville, les actions continuent. Donc vous voyez que l'effort doit être partagé sur l'ensemble des territoires en jeu de la collectivité. Ici, vous avez des tâches mauves. Ça, c'est le plus dur du dur en matière d'ingénierie urbaine. C'est ce qu'on appelle la rénovation urbaine, c'est-à-dire qu'il faut acquérir, démolir, préempter, démolir et donc parfois en amont reloger des gens, occupants légaux ou non, et refaire de la ville sur la ville. C'est le concept de renouvellement urbain. Vous voyez qu'il reste du travail. Et puis j'ai mis juste un dernier exemple, en jaune ici, les voiries, avec deux concepts importants. C'est l'idée de promenade invitation, que les touristes viennent plus facilement et de manière presque naturelle sur le centre-ville, embrayer sur ce que, j'utilise le terme, le jargon des spécialistes, embrayer sur le walking tour du cœur de ville. Donc depuis ici la Pointe-Simon, mais aussi ici depuis le Quai des Tourelles, on a un excellent partenariat technique et opérationnel avec le Grand Port, dans le cadre d'un groupe de travail Interface Ville-Port, présidé par M. Taudiard d'ailleurs, qui nous permet d'avoir une visibilité préopérationnelle, je dirais, de ce projet. Et puis ensuite, il y a tout le travail de réfection des voiries, du confort des piétons, etc. C'est le gros volet opérationnel et financier de notre plan d'action. On y travaille actuellement parce qu'en termes d'ingénierie, c'est compliqué à mettre en œuvre. Ça impacte des commerçants qui ont déjà été, pour certains, perturbés par les chantiers du TCSP. C'est une ingénierie particulière à mobiliser aussi parce que vous connaissez la nature du sous-sol à Fort-de-France. Mais on va le faire dès 2018. Le maire s'y est engagé, notamment pour achever l'encadrement du cadran de la Savane au droit de l'Impératrice et un peu plus tard sur l'avenue des Caraïbes. Ok, donc là, voilà ce dessin. J'ai intégré le Fort Artenson dans ce périmètre. Voilà. Sur Fort-de-France, le plan d'action, on a 3 types de projets sur lesquels nous travaillons. Donc des projets indispensables à la revitalisation de la ville, ceux qui impliquent 4 points importants que j'ai mentionnés ici, je les résume. Il faut une organisation de la ville qui est spécifique. D'ores et déjà, le maire a mobilisé un service gestion urbaine de proximité et planification économique pour mieux coordonner l'intervention de la ville au quotidien. Je l'ai évoqué, la reprise des voiries, des réseaux, des trottoirs et des placettes, l'habitat dégradé et la volonté de générer de l'emploi, de la qualification et de la formation. Certains de vous vont recevoir bientôt des fiches actions. Vous êtes maître d'ouvrage ou promoteur, investisseur sur certaines actions qui intègrent ce périmètre. On doit avoir des objectifs de résultats et donc des indicateurs de qualité des projets, mais aussi un suivi des emplois générés. Je sais que telle action va générer une quinzaine d'emplois permanents. Je sais que telle autre, ça sera plutôt de l'insertion, de la qualification. C'est très important pour nous, d'autant plus que certaines opérations émargeront au fonds européen, de faire que ces actions ne soient pas que des actions d'aménagement, d'équipement, de bâtiments, mais qu'ils impactent non seulement la vie quotidienne, les services dans le bon sens du terme, mais qu'ils génèrent, au-delà de l'attractivité, de l'activité. C'est un projet qui doit générer, d'après mes premières estimations, je donne un chiffre, excusez-moi, mais on sera à plus de 1500 emplois générés, sans doute 2000, en plus des 1500 générés par le complexe de Pointe-Simon, dont on voit qu'actuellement, en termes d'implantation, de localisation et d'occupation, il va complètement booster avec les arrivées d'acteurs que vous connaissez, notamment sur la tour qui est derrière nous. Donc, on atteint là un des objectifs de la collectivité qui est d'intensifier la ville. Alors, générer des vraies plus-values, des vrais effets dynamisants pour l'économie du pays. Ça va générer d'autres contraintes en termes d'accessibilité, de stationnement, de flux. D'autant plus qu'un jour, eh bien, forcément, on aura ce TCSP qui fonctionnera. Et donc, ça veut dire qu'en termes de circulation dans la ville, d'autant plus qu'on doit aller vers de la piétonisation sous forme d'espaces partagés, véhicules piétons avec une dominante, une priorité pour les piétons, de toute nature pour les déplacements.
On a une vraie réflexion là à engager sur le système urbain dans sa capacité à absorber des flux et des besoins en stationnement. Donc ça, une des premières actions engagées dès cette année, ça sera une étude stratégique sur cette question-là. Le deuxième point, on a identifié les projets répondant à la ville et portés par des investisseurs privés, dont certains émargent à des financements privilégiés de la Caisse des dépôts et consignations. C'est très important parce que ces projets sont labellisés cœur de ville. Quand par exemple un acteur ici représenté, que je salue, porte un projet d'institut de formation à visée et à ambition internationale, mais vraiment bienvenue. C'est vraiment ce type de projet dont on a besoin dans le cœur de ville et c'est un défi pour le porteur du projet. Parce qu'en termes d'image, le centre-ville, on sait ce qu'il représente encore, par exemple, pour un certain nombre de parents d'élèves. Inversement, ce sont des besoins en service, en habitat. Et donc c'est très important, je pourrais citer d'autres exemples, mais c'est très important que chaque acteur s'inscrive dans un cadre qualifiant et stimulant. C'est comme une marionnette, vous tirez sur une ficelle, et ben tous les membres fonctionnent. L'urbain, ça sera un peu de la même façon. Quand un investisseur ici représenté propose, et je peux le citer puisque tu es là, Willy, et je te salue, un cinéma sur la savane, c'est ce monsieur qui est là et son architecte est présent aussi, David. C'est un vrai pari porté, mais accompagné par la collectivité, par d'autres acteurs, tout type d'acteurs, mais qui va générer des flux, de l'intensité, qui va générer de l'attractivité, depuis les gamins des collèges et des écoles de Fort-de-France et de la Martinique, jusqu'aux passagers, aux créatifs et à l'artiste de renommée internationale. J'ai cité Raoul Peck avant que tu n'arrives. Voilà, on est sur des projets qui non seulement ont des difficultés certes techniques, juridiques et financières, ô combien nous le savons, ô combien tu le sais, mais qui vont générer de l'attractivité dans le sens où ils vont ouvrir la ville et la Martinique sur le monde. Et sur l'avenir, quand on parle de projets innovants et dynamisants, c'est vraiment ça. Ok ? Et puis à la fin, on est dans un esprit démonstrateur. Une des portes d'entrée pour émerger au projet, c'est l'innovation. Alors elle peut être architecturale, elle peut être technologique, elle peut être aussi dans la qualification des acteurs, des citoyens de demain. Elle peut être dans les ingénieries, les mobilités, le numérique. Véritablement, il y a une révolution urbaine. Je m'étais permis de lire ce document, Président, et de juste noter qu'il manquait peut-être un paragraphe, mais dans la prochaine version, je suis prêt à faire une petite synthèse. On parle de transition énergétique. Je pense qu'il y a une transition urbaine qui se fait dans le monde et qui se fait actuellement à Fort-de-France à travers ce type de projet. Voilà. Et c'est très important de dire que là, on a un laboratoire de la ville à inventer, puis, mais aussi d'une société à imaginer pour demain. Une société décomplexée, une société ouverte et une société solidaire. La maïeutique est compliquée, mais il faut y arriver. Il me reste 5-10 minutes. Vous n'êtes pas trop épuisé par mon jargon, ça va ? Merci. Un point important qui illustre ici donc ce projet porté par la ville avec le soutien du maire dans le cadre du plan d'action cœur de ville, on a toute une ingénierie, toute une batterie d'outils à coordonner, notamment les fonds européens par un dispositif qui s'appelle l'ITI, l'investissement territorial intégré. Je ne rentre pas là-dedans, mais ici vous avez de représenter l'organisation que l'on va mettre en place avec des actions sous maîtrise d'ouvrage de la ville, le quotidien de la ville, toute l'ingénierie. Ce matin, j'avais une réunion avec des collègues sur l'habitat de la ville. Vous ne pouvez pas savoir comment dans une collectivité, je cite celle de Fort-de-France parce que j'y suis très fortement investi, mais il y a des savoir-faire, des compétences et des capacités, encore une fois, insoupçonnables, mais vraiment qui sont mobilisés sur ce projet. Et très important, on travaille avec notre opérateur qui est la CEMAF, et c'est la CEMAF, la SEM d'aménagement de Fort-de-France, qui va porter au nom de la ville par une convention globale d'aménagement, c'est ce qu'on appelle la CAGA, l'investissement sur la plupart des actions concernant l'espace public. Et donc, le montage financier qui se fait avec la Caisse des dépôts ne va pas mobiliser les faibles pouvoirs financiers de la ville. Vous les connaissez. Le maire en souffre, il l'évoque régulièrement, mais on a trouvé une solution pour qu'à travers ce partenariat technique opérationnel avec la CEMAF et financier avec la Caisse des dépôts, entre autres, nous pourrons financer l'effort de guerre qui sera fait sur l'infrastructure urbaine de la ville. J'ai identifié en séquence B l'ensemble des acteurs avec lesquels nous avons établi des partenariats.
Ils sont pluriels, j'ai cité le Grand Port, le GIP, des sociétés qui sont connues ici. Je voulais mentionner un opérateur qui fait un travail remarquable sur la mobilisation des logements vacants, c'est l'Arcavs. Il y a aussi Ozanam qui est l'acteur de plan d'action cœur de ville. On va créer d'autres outils, notamment une agence à vocation commerciale et solidaire qui fera de l'intermédiation avec des propriétaires de beaux commerciaux vacants, d'espaces commerciaux vacants pour les louer sous différentes formes à des porteurs de projets qui n'ont pas les reins assez solides pour louer un bien, pour acheter un pas de porte ou qui veulent expérimenter un commerce. Vous savez, il y a des nouveaux concepts, alors j'ai découvert ça, les pump-up commerce, voilà, les commerces expérimentaux parfois éphémères. On va essayer de le tester sur Fort-de-France, sur certains sites. Et puis, je l'ai évoqué, les actions privées labellisées. Je prends le premier exemple parce que j'ai peut-être évoqué 2, 3 des autres exemples. Vous savez que l'ancienne BDAF, qui est située entre la rue Moreau-de-Jaunès et la rue Lamartine, était vacante. On a un investisseur là qui se positionne pour y faire un espace de bar-restaurant sympa, on va dire, avec un spa, avec un espace de coworking et puis de la résidence de loisirs type Airbnb, on va dire. C'est très important parce que là, on est au cœur du cœur de ville. Et c'est un projet qui émarge à un financement soutenu par la Caisse des dépôts et consignations. Je vais finir par 5 images avec un peu de texte. Ne vous arrêtez pas, c'est juste pour vous dire comment on travaille actuellement. Mais quelles sont les actions vers lesquelles, à ce jour, donc mi-avril, on s'oriente. Le premier thème de la trame qui nous est proposé de travailler dans le cadre de ce plan d'action, c'est l'habitat. J'ai mis quelques images à droite de la situation dans des îlots très dégradés de la ville. C'est l'amélioration de l'habitat, du cadre de vie, des opérations d'acquisition-amélioration. Au-delà des détails sur lesquels on va rentrer pour chaque ligne sur des tableaux avec des financements, des maîtres d'ouvrage, des objectifs, etc., des mesures d'évaluation. Donc c'est un travail de fond très exigeant, mais nécessaire. On va atteindre, quand on additionne l'habitat sur le cœur de ville, on va atteindre sans doute un surplus de population que j'ai estimé dans un premier temps en fourchette basse à 1200 habitants et en fourchette haute à 1800 habitants, sur le périmètre que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est important pour vous parce que quand je parle d'intensifier la ville, notamment pour les commerçants, il faut qu'on ait une clientèle de proximité. On le voit bien dans la situation actuelle dans laquelle on est. On a identifié plus de 400 logements vacants en centre-ville. Il y en a près de 1200 sur l'ensemble du périmètre parce qu'il y a le double sur Terre-Saint-Ville. Donc il y a énormément de bâtis vacants qui ne demandent qu'à être requalifiés. Ils ne le sont pas toujours parce que physiquement c'est très compliqué pour certains bâtiments. On a des zones qui vont exiger de la requalification urbaine, passez-moi l'expression, c'était entre guillemets. Mais véritablement, j'appelle au-delà des citoyens, des chefs d'entreprise que vous êtes, peut-être aux propriétaires, de dire voilà, c'est le moment de réactiver un bien, de régler une indivision, de remettre sur le marché, peut-être pas pour louer en logement, mais on a besoin de logements étudiants. On a besoin aussi d'héberger des gens qui vont venir pour une semaine découvrir le cœur de ville de Fort-de-France. Et ça, c'est intégré dans notre programme. Mon boulot, c'est d'aller chercher des financements incitatifs qui accompagnent ces projets et les porteurs de projets. Le deuxième point, c'est le développement économique et commercial. Alors, animation et dynamisation de l'offre commerciale. J'ai évoqué tout à l'heure le rôle important de la nouvelle association Fort-de-France de cœur de Martinique, mais il y a aussi les acteurs et l'association de Périnon. Donc il y a une dynamique d'échange qui a été initiée avec ces acteurs. J'ai évoqué la CCIM, la Chambre des métiers, le groupement des artisans d'art. J'en oublie peut-être et je m'en excuse. Mais l'idée, c'est de contribuer à une animation commerciale et artisanale vraiment innovante et attractive dans la ville. Et aussi, en parallèle, mais l'action est déjà engagée, de former, de qualifier les acteurs existants ou à venir, et notamment la CCIM est un acteur précieux sur ce point. Nous allons relancer la modernisation des commerces et des devantures. Là, j'ai mis volontairement une image de volets ajourés. Fort-de-France est la seule ville du monde, à ma connaissance, bon, hormis des villes en guerre, où la rue piétonne ne permet pas de faire du lèche-vitrine. Parce que tout le monde, à 17h, ferme le volet. Ça serait la moindre des choses, et les opticiens le font déjà. Je dirais qu'ils sont presque obligés à le faire par leur nature commerciale, mais qu'on ait des volets ajourés avec un éclairage qui permette de contribuer aussi à la sécurisation, au sentiment de sécurité dans nos villes, dans nos rues à Fort-de-France.
Autre point important que j'ai mentionné ici, c'est la reprise de tous les marchés à Fort-de-France. On a 6 marchés. On vient de faire une action particulière sur le marché Max Français en face du parc Aimé Césaire. C'est une dynamique qu'on va engager. Et puis, un dernier point très important, nous allons travailler, et c'est l'objet du partenariat engagé par le maire, par la convention du 18 janvier dernier avec la Chambre des métiers et le groupement des artisans d'art, 2-3 rues, dont la rue Garnier-Pagès, pour développer une rue sur le thème de l'art de vivre et de l'artisanat d'art, avec l'idée d'avoir une galerie d'art partagée. On vise notamment un immeuble qui était occupé auparavant par une banque qui est parti à 500 mètres de là. Voilà. Et on vise l'idée de développer le thème de la mode et de la beauté. Je me tourne surtout vers les dames, Linda, entre autres. Sur la rue Victor Hugo, côté Savane, parce que historiquement, il y avait le chic Foyalais, était situé là, donc on veut relancer ça. Et donc l'idée, c'est de travailler sur des rues à thème, en accompagnant donc les commerçants, mais en créant des lieux aussi qui donnent envie de voir ce qui se passe. Et c'est l'objet des galeries d'art partagées. Reconversion de sites pour l'économie créative. Il y a un autre projet que j'aime à citer, c'est l'initiative du Crédit Agricole qui a fait une opération nationale qui s'appelle Le Village, qui est une pépinière de start-up qui était initialement située sur l'ancienne BDAF sur la Savane et qui sera désormais sur l'ancien local bancaire sur la rue Ernest Deproge. Voilà, ça fait partie des projets labellisés, estampillés, tout comme le centre commercial Périnon qui va être restructuré. Mais Frédéric en parlerait beaucoup mieux que moi. Et qui, sur la partie hier, va, je le souhaite, accueillir un lieu d'attractivité en formation qualifiante dans le domaine du commerce. J'aimerais bien, entre autres, mais sûrement un lieu qui sera lui aussi très attractif sur l'arrière de Périnon. J'ai presque fini, juste quelques points, parce qu'on développe l'accessibilité, la mobilité et les connexions. Juste un point là-dessus, l'idée d'aller vers une relance de l'idée de la piétonisation, mais sans l'accessibilité des véhicules, mais véritablement relancer l'idée du confort, de la tranquillité et du bien-être dans la fréquentation de la ville. Notamment, bien sûr, en priorité pour les personnes à mobilité réduite et bien sûr pour les publics qui ont besoin de fréquenter la ville au quotidien et a fortiori pour les visiteurs qui osent pratiquer les parcours qu'on leur proposera et les visites de patrimoine et de lieux nouveaux que nous allons créer. Un autre point important, la relance des navettes électriques qui a été expérimentée, c'était les navettes Bolloré. Je vais faire de sorte qu'on puisse en relancer en ville parce qu'il faudra proposer des alternatives faciles, gratuites, c'était le cas, pour aller d'un point à un autre dans l'hypercentre par rapport aux problématiques de stationnement que j'ai évoquées. On a un gros volet patrimonial lié à l'histoire, lié à l'héritage qu'il faut préserver et réactualiser. Cher Gilbert, je sais que tu es très sensible et engagé sur ce point-là. Mise en valeur de l'attractivité des sites patrimoniaux, si je cite l'achèvement du chantier du parc Aimé Césaire, la fontaine Guédon, la signalétique patrimoniale du cœur de ville, enfin l'ex-palais de justice, les sites que j'ai évoqués qui vont du Budeau à la Villa Saint-Cyr, on a vraiment de la matière. Mais il faut que ce patrimoine soit vivant, il faut qu'il soit attractif, il faut qu'il permette l'activité et l'attractivité encore une fois. Et puis, il y a le quotidien, la propreté au quotidien, la tranquillité publique, les nouveaux équipements publics, par exemple, puisque l'idée sur l'habitat, c'est de faire venir les jeunes, les actifs, les créatifs et les ménages, les familles en cœur de ville. On se pose la question de redomicilier une école qui va de la maternité à la primaire. La maternelle, en le disant, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je suis allé un peu trop en amont. Et un espace de halte garderie sur le cœur de ville. Ça, c'est un signal qu'il faut que j'achève moi-même mon intervention. Excusez-moi. Et puis, il y a tout le volet ingénierie. Voilà, diriger un projet, organiser les services, reprendre tous les règlements existants qu'il faut remettre au goût du jour pour être au service du projet. Dieu sait s'il y en a. Et quand on met en place un règlement, le faire appliquer. En le disant, je suis en train de me rendre compte qu'il y a 1000 choses à faire, quoi. Voilà. Au moins. Bon voilà, excusez-moi les termes mentionnés ici, mais derrière ce sont des moyens que l'on va mobiliser, que permet de mettre en œuvre ce plan d'action national grâce au concours de tous les acteurs. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une dynamique qui est engagée sur Fort-de-France, qui vous interpelle et qui, à mon avis, est une dynamique qui interpelle la Martinique entière. Je crois, je peux me permettre de le dire sous ton autorité, Eliane, qui représente le maire,
C'est vraiment un projet citoyen et c'est un projet martiniquais. Porté certes par une collectivité, avec une majorité élective, un maire qui a des responsabilités, qui est engagé avec une équipe. Mais véritablement, c'est un point qui me paraît essentiel, c'est de dire que c'est un projet qui est valable pour la Martinique entière, ouverte sur la Caraïbe, qui repasse à l'offensive, je dirais. Voilà, je finis ces propos sur cette maxime que j'ai faite mienne, si je parle bien français. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. C'est un homme de culture. Voilà. Cette conclusion est personnelle, bien sûr, mais j'aime la partager avec vous. Je vous remercie.